Je viens de finir une super session de voix il y a quelques jours et j'ai quelques trucs à te montrer pour mieux enregistrer des voix à la maison. Allez, c'est parti. Bonjour et bienvenue à l'Académie du Gros Son, moi c'est André, on est ici dans mon home studio et on va donc parler enregistrement de voix. Je viens de faire une session avec Ilo, dont le beau t-shirt j'ai ici, qui est un groupe metal progressif, rock progressif d'Écosse. J'ai eu l'occasion de tourner avec mon groupe Omnerod. On a fait quelques dates à travers l'UK et on est devenus bons potes. Et à la fin de la tournée, le chanteur Andy m'a dit que tiens, il cherchait justement un endroit et quelqu'un pour s'occuper des voix de leur prochain album, album numéro 2. Ça tombe bien, je suis fan de leur musique, j'ai envie de tester ça justement dans mon nouveau studio. Tout le monde est chaud et boum, on a booké ça tout de suite pour là, en janvier. On a passé 5 jours dans mon studio à enregistrer les voix pour tout l'album. Si jamais quelqu'un dit que c'est pas assez 5 jours pour ton album, vous avez raison, on n'a pas réussi à tout faire, mais on a pu finir presque tout. Et d'ailleurs ça tombe bien parce que du coup il y a une petite leçon en plus, parce qu'Andy doit finir les enregistrements à la maison, lui qui n'a pas vraiment de studio préparé pour, ce qui fera partie de une de nos petites leçons dans 2 secondes. Avant de t'attaquer dans le vif du sujet, prends juste 2 secondes ici pour t'abonner sur YouTube si c'est pas encore fait. Je vois qu'il y a encore la moitié d'entre vous qui nous regardent mais qui ne sont pas encore abonnés. Et n'hésite pas à nous filer un petit like, voilà, ça fait monter un peu la vidéo dans les stats, ça fait toujours plaisir, ça nous motive. Et surtout, va sur notre site, si c'est pas encore fait, academiedugrosson.com/bonus. Tu peux t'inscrire avec ton adresse email, tu reçois tout de suite quelques petits cadeaux bonus gratos. Et par rapport à cette vidéo, celui qui m'intéresse le plus, c'est notre liste de matériel pour home studio qu'on a préparé pour toi pour que tu n'aies pas à faire toutes les recherches qui prennent plein de temps, surtout qu'on ne sait pas trop ce qu'on cherche, avec du matos dont le rapport qualité-prix nous semble vraiment cool. Donc voilà, n'hésite pas à voir ça sur notre site et on attaque tout de suite d'enregistrement voix avec Andy de Ilo. Écoutons vite fait avant de parler de tout ce qu'on a fait, à quoi ça ressemble. Parce que vous allez voir, chacun de mes choix et ce que j'aimerais vous montrer aujourd'hui est fait par rapport au contexte. Et c'est d'ailleurs une des grosses leçons que j'aimerais vous montrer aujourd'hui. Il faut toujours garder en tête la direction dans laquelle on va et pourquoi du coup on fait certaines choses et pas d'autres. Ilo est donc un groupe de metal rock progressif. Leur musique varie énormément de partie en partie, de morceau en morceau. Voici donc quelques exemples de notre session d'enregistrement. D'ailleurs, tout ce que vous allez entendre ici, c'est sorti directement de la session d'enregistrement. Donc il y a très peu d'édition, il y a presque pas de tuning de voix. Donc il va y avoir des notes qui seront un tout petit peu off, etc. Toutes ces choses-là seront faites avant d'envoyer ces pistes au mix, mais je vous en parlerai dans le prochain épisode. Voici la session devant moi. Ici, on a un passage relativement calme. Voici un autre un tout petit peu plus énervé, plus plein. Ou alors un passage un peu plus métal, un peu plus énervé. Donc voilà, on a plein de trucs différents. La couleur générale du projet est quelque chose de très ouvert, assez numérique, assez futuriste. La voix de Andy est assez haute, donc il chante toujours dans un registre relativement haut, mais en même temps il y a ce truc doux. Il a une voix assez intime, très belle, très propre la plupart du temps. Je devais donc m'assurer que les voix que j'enregistre pour eux fonctionnent dans ce contexte. D'un côté, on doit avoir une voix qui fonctionne presque toute seule dans un contexte très minimaliste. Mais que ça sonne assez pop finalement. En fait, la direction de production ici était beaucoup plus pop que metal ou rock. Je voulais que cette voix soit vraiment devant, vraiment présente, assez dense et très ouverte avec beaucoup de détails, avec beaucoup d'air si vous voulez au-dessus, ce truc de... Et mon petit challenge personnel ici, c'était de proposer au groupe des voix qui sont pratiquement finies. Qui vraiment on monte juste les faders, on met peut-être un peu du cul, un tout petit peu de compression, un peu d'effet et boum, le mix de voix est fait. C'est pas une approche que je conseille nécessairement à tout le monde, surtout quand vous n'avez pas l'expérience, mais je pense que s'en approcher est déjà une bonne idée. Ce qui nous mène du coup à notre première leçon, en tout cas un premier truc à penser quand vous voulez enregistrer des voix dans ce genre-là, c'est de s'assurer d'avoir la source la plus proche de ce que vous voulez avoir à la fin. Dans notre cas de figure, ça passe par 3 choses. De 1,
la pièce, le placement et l'acoustique. Ici, je voulais quelque chose qui est très proche. Donc, je devais faire en sorte d'avoir le moins de pièces possible dans le micro. Le moins de reverb naturel, si vous voulez, dans le micro à la prise pour que cette voix sans aucun effet soit vraiment tout devant, que rien ne la repousse derrière. De deux, je devais choisir le bon micro. C'est lui qui d'un côté met en valeur tout ce qui est vraiment beau dans la voix de Andy, et de l'autre côté qui m'aide déjà à avoir ce son très ouvert, plein de détails vraiment frontal que je cherchais. Et finalement 3, d'avoir une chaîne d'enregistrement, donc un préampli, compression et EQ, pour pouvoir déjà traiter le son avant même d'attaquer mon Pro Tools, mon DAW, et enregistrer déjà des prises qui sont pré-traitées en fait, au lieu d'attendre le mix pour faire tout ça. Une petite parenthèse ici vite fait, dans cette vidéo-là, je vais parler de tout ce qui est avant l'ordi. Donc on va parler de comment l'enregistrement a été fait, et dans un deuxième épisode, si jamais ça vous intéresse, si ce genre de partage d'expérience vous plaît, n'hésitez évidemment pas à me le dire en commentaire. Du coup je ferai un deuxième épisode où je parle plus de tout ce qui se passe dans la session, les effets, la façon de structurer ma session, etc. etc. Donc parlons acoustique et placement de micro dans ma pièce. Comme je disais, je voulais avoir quelque chose de le plus contrôlé possible, avec le moins de pièces possible, les plus, comme on dit en anglais, dead, sans réflexion, sans ce son de toilette. Et dans mon studio, j'ai ce côté-ci autour de mon ordi, mes enceintes, etc., qui est rempli de traitements acoustiques un peu dans tous les sens, tandis que le reste de la pièce par là est un peu plus ouverte, résonne un peu plus, parce qu'il y a simplement moins de traitements acoustiques par là. Première chose que j'ai donc décidé, c'était de mettre le micro là-bas. Comme vous voyez ici sur les vidéos, les micros que j'ai mis là, c'est des micros directifs, des cardio. Ils rejettent donc beaucoup le son de l'arrière, c'est-à-dire que si le micro pointe vers la partie avec tous les traitements acoustiques, et que son arrière, là où il capte le moins de son, pointe vers tout l'espace qui est moins traité, en théorie, je vais avoir moins de réflexion, moins de son de la pièce dans le micro, parce que tout ce qui va se refléter dans ce coin-là avant d'aller dans le micro sera en partie absorbé par mon traitement acoustique. Souvent, on voit que les gens font un peu l'inverse. Ils mettent par exemple une personne dans un coin avec des matelas ou un traitement acoustique et ils lui font chanter dans ce coin-là. Et c'est un peu contre-intuitif parce que quand on le fait, on a l'impression d'avoir moins de pièces, c'est vrai, parce que ces réflexions ne nous reviennent pas directement dans les oreilles, en tout cas avec moins d'énergie. Mais par contre, le micro, lui, qui est mis là, lui, il entend en fait votre voix directe et toutes les réflexions qui sont venues du reste de la pièce. Donc cette solution contre-intuitive, c'est de simplement mettre votre micro vers votre traitement acoustique et chanter en fait vers la pièce, même si vous avez l'impression, sans le casque et sans le micro, que du coup la voix résonne plus. D'ailleurs ça peut être même cool parce que du coup on chante pas dans un coin, on a un peu moins ce truc claustrophobe et cette énergie de la pièce, elle est faite de voir un peu autour de nous quand on chante. Moi, personnellement, je pense que ça aide à se sentir plus à l'aise. Et d'ailleurs, c'est ce qu'Andy me disait aussi. Pour lui, de chanter dans ce sens-là, lui donner l'impression d'avoir justement un peu plus d'espace et de ne pas se sentir comme dans un placard. Pour ceux et celles qui n'ont pas de studio comme ça à la maison, pas de souci, parce que évidemment on peut faire ça de manière entièrement DIY avec les moyens du beurre. D'ailleurs, voici une petite vidéo que Andy m'a envoyée parce qu'on a, donc comme je disais, on n'a pas fini toutes les prises. Il a dû enregistrer quelques prises chez lui à la maison. Ce qu'il a donc fait, c'est qu'il a transformé son grenier en débarras de matelas et tout plein de conneries juste pour calmer un tout petit peu les réflexions de la pièce et avoir donc un résultat un peu similaire à ce qu'on a pu obtenir ici. Dans ces prises à lui d'ailleurs, on entend un peu cette pièce, on entend un peu ce slapback, cet écho de la pièce. Écoutez ça. Oups. Dragging me down. On dirait qu'il y a un tout petit peu de reverb dans sa voix déjà. Si je compare ça dans le même morceau à la voix enregistrée dans cette pièce-ci, je vais juste enlever tous les effets. In the shadow of your lies, ghost waiting in disguise. When... Il y a un tout petit peu moins de ça, comme ça, un petit slapback d'écho, mais sa prise à la maison reste tout à fait convenable et on peut sans problème travailler avec. Ça, c'était donc le point 1. C'est bien s'assurer de ne pas avoir trop de pièces dans votre micro-voix pour pouvoir avoir cette voix bien devant, la traiter comme on veut, la mixer comme on veut. C'est ce que je conseille pour presque tous les styles de musique, que ce soit pop, rap, rock, etc. Les seuls styles où c'est un peu moins important, ou alors où on peut exprès faire une autre approche, c'est les choses comme la folk ou indie, où on vise de manière générale un son plus naturel, plus dans la pièce. Et là, parfois, le fait d'avoir une pièce qui répond plus quand on chante peut être vraiment cool. Mais bon, c'est assez spécifique, donc la plupart du temps, vous allez privilégier d'avoir autant de contrôle que possible. Deuxième truc, c'est de choisir le bon micro. Alors ici, j'ai déjà quelques micros assez cool, notamment celui-ci là-bas que j'aime vraiment beaucoup, qui a un très beau son, qui a une belle profondeur, etc. Mais pour la vanille, je me disais, ça risque de pas trop fonctionner. En tout cas, pas pour donner le style de voix que je veux vraiment avec ce truc très ouvert dans le haut, très proche de nous. J'ai donc emprunté un micro à mon acolyte Gérald de son studio. Un micro qui est donc un clone d'un Elam 251 qui est justement connu pour avoir quelque chose de très bright, de très ouvert, pendant que le mien est plus proche
approche de micros type Neumann 67, etc. Si jamais ça vous intéresse de savoir plus sur les différences entre ces familles de micros, on vient de faire une interview avec Jean-Paul Gérard de NoHype Audio où justement il explique un peu les différences entre les différents types de capsules et différentes topologies de micros pour un peu mieux savoir quoi choisir quand. Donc ici j'avais quelques options et ce que j'ai fait c'est que le premier jour, on a passé les 2 premières heures à juste tester quel micro sera utilisé pour quoi. Vous allez voir tout à l'heure, on n'a pas utilisé qu'un seul micro, mais on a d'abord choisi le micro pour tout ce qui est voix lead, pour tout ce qui est voix principale. Ce qu'on a donc fait, c'est qu'on a enregistré un bout où on avait plusieurs placements de voix, plusieurs types de voix aussi, un truc un peu plus doux, un truc un peu plus fort, et on les a enregistrés dans les différents micros avec déjà un tout petit peu de traitement pour voir où est-ce qu'on peut pousser la chose et comment ces différents micros fonctionnent dans le contexte, surtout. Quelque part en solo, on s'en fout un tout petit peu. Ce qui était vraiment intéressant, c'est comment ils font ressortir sa voix ou justement pas dans le contexte de sa musique. J'ai donc testé ce Warm Audio de 251. Ici, j'ai un Origin de chez Aston, j'ai un V11 de chez Jay-Z, donc celui qui est là-bas. On a testé tous ces micros-là en les mettant au même endroit ou un maximum et en les faisant chanter dans les 3 en même temps. C'était juste pour éviter que les différences que l'on entende soient des différences de performance. Finalement, s'ils chantent la même ligne plusieurs fois. Mais si vous n'avez pas assez d'entrée pour faire ça, il n'y a pas de souci. Il faut aussi le faire un micro à la fois. Juste garder en tête du coup que c'est pas les mêmes performances. Et là, on a donc un peu écouté quel micro fonctionne le mieux d'après nous. Et on s'est vite rendu compte que le 251, le Warm Audio, avait une sorte de densité dans le bas médium et une sorte d'ouverture extra dans le haut qui permettait à la voix d'Andy, justement, de sonner un peu plus proche, un peu plus grande, un peu plus imposante que les autres options. Les 2 autres options que j'avais étaient tout à fait correctes, j'aurais très bien pu travailler avec ça, mais je vous conseille vivement de faire ce test chez vous aussi avec tous les micros que vous avez. Ils ne doivent pas être chers. Alors ici, ce micro-ci ne coûte je pense que 200-300 €. Le micro là-bas est plutôt à 1000 € et le Warm Audio que j'avais utilisé aussi aux alentours de ça. Et j'ai déjà eu un projet où on a fini par utiliser celui-ci. Un petit micro Electro Voice à, je crois, 50 € ou 60 €. Parce que celui-ci, honnêtement, fonctionnait juste mieux avec la voix et dans le contexte. Dès qu'on a enregistré avec celui-là, la voix s'est tout de suite placée là où j'avais déjà envie qu'elle se place avec moins de traitement, moins de problèmes. Et donc, on a choisi celui-là plutôt qu'un micro qui fait 10 fois ou 15 fois son prix. Donc, deuxième truc, c'était de choisir le bon micro pour sa voix lead, mais c'est pas pour autant qu'on a utilisé que ces micros-là. Ah non, pas du tout. En expérimentant à travers les années, je me suis rendu compte que en changeant des micros en fonction de couches dans votre arrangement vocal, vous pouvez obtenir quelque chose de beaucoup plus gros, beaucoup plus intéressant, où les choses s'emboîtent un peu mieux. Je vous montre ça tout de suite ici. Donc, dans ce premier passage que je vous ai fait écouter tout à l'heure, ici. In gold you'll shine another day. Alors ici, on a 2 micros différents. On a notre lead avec le Warm Audio de 251, très ouvert, très plein de détails et très proche. In gold you'll shine another day. Ensuite, nous avons 2 harmonies enregistrées avec le V11, une autre couleur des micros. In gold you'll shine another day. Le V11 par rapport au 251, à mon avis, en tout cas, a une sorte de profondeur en plus et une sorte de creux un tout petit peu dans les hauts médiums. Il n'est du coup pas aussi frontal, pas aussi direct. Ce qui en fait un candidat parfait pour emboîter un peu le micro de lead, de se positionner juste derrière, sans faire aucun autre changement dans le son de notre voix et de notre chaîne. Faites écouter ça en solo avec la voix lead. In gold you'll shine another day. Et la dernière couche que nous avons fait ici, celle-ci. In gold you'll shine another day. A été faite avec de nouveau le 251 parce que comme c'était une couche à l'octave et qui pour moi était très importante ici dans l'arrangement des harmonies, je voulais qu'elle soit un tout petit peu plus dense, un tout petit peu plus devant et du coup les 3 ensemble, ça fait ça. In gold you'll shine another day, buried in the sand. Voilà, tous ces choix permettent juste de rendre ce mix des voix plus riche, plus intéressant et déjà plus mixé avant même d'attaquer le mix final du morceau. Mais on ne s'est pas arrêté là. On a continué à utiliser différents micros. Juste après, il y a un passage un peu distordu à la voix qui sonne comme ceci. Wishing you were here, but you are staring
est ce petit bout-là. Alors, au lieu d'enregistrer une voix pleine et après de la réduire à ça, j'ai profité du fait que j'ai ceci dans ma boîte à outils. Voilà, un petit micro talkie-walkie de chantier qu'on utilise souvent avec des radios. Il sonne vraiment pas ouf, c'est pas le but. Le son qui en sort est déjà très distordu, très lo-fi, il n'y a pas grand chose dedans comme fréquence, mais ça tombe bien parce que c'est exactement ce qu'on voulait faire ici. Je l'ai passé par une petite chaîne d'effets et voilà le résultat ici. Et finalement, on voulait aussi une option entre les deux, une option lo-fi avec moins d'informations, moins chargée, moins dense, moins ouverte, mais un tout petit peu moins effectée que le talkie-walkie. Et pour ça, on a fait ceci. Et là, on a utilisé ce micro-ci, qui est donc un dynamique, là où les autres sont des micros à condensateur, qui est un peu cheap, un peu lo-fi par sa conception déjà. Il est un peu plus comme ça, il est un peu plus agressif, et ça permet de créer un contraste entre les différents passages. D'ailleurs, écoutez ici. Le passage de la voix lead, je vais faire écouter tout ça en solo aussi. Les passages de la voix lead à cette voix un peu effectée. I'm still waiting for a sign. Bring me back to you. I'm still waiting for a sign. Whoa, signal of the truth. Voilà, ça permet de faire ce genre de questions-réponses et de déjà, comme depuis tout à l'heure, faciliter la vie au mix plus tard. Et finalement, le troisième aspect de cet enregistrement, c'était de déjà passer par un compresseur et une EQ externe pour pré-mixer, pré-traiter donc du coup la voix avant même de l'enregistrer, le faire en analogique et pas en numérique. Alors là, on peut discuter très très longtemps sur les avantages et les désavantages de l'un par rapport à l'autre. Moi, personnellement, je pense que la compression notamment est beaucoup plus facile à régler, entendre et contrôler en analogique. Et de mon expérience de travailler avec les chanteurs-chanteuses, les gens en général préfèrent le sentiment d'être compressé en analogique. C'est juste un tout petit peu plus immédiat, forcément, puisqu'en numérique, tout prend un tout petit peu de temps, même si c'est des micros, des millisecondes. J'ai donc emprunté de nouveau un tout petit peu matos à mon pote Gérald. J'avais ici deux pièces comme vous voyez ici. J'avais un préampli avec un compresseur intégré et une écoute de type Pultec. Sur le préampli et sur le compresseur du coup intégré, j'essayais de compresser un peu, mais vraiment pas trop. Ce compresseur-là, notamment, a vraiment un sweet spot comme ça où on n'entend pas encore la compression, mais ça permet déjà de régler un peu le mouvement. Dès qu'on dépasse ça, on entend vraiment, ça pompe. Dès qu'on est un tout petit peu en dessous, il fonctionne presque pas. Et comme vous avez entendu, Andy a des passages où il chante très doucement, il y a d'autres passages où il chante beaucoup plus fort. C'est donc un travail d'ajustement à chaque prise, voire même dans une seule prise, où je pouvais ajuster le gain et la compression en live, un peu en mode automation. Voilà, mais en live ou en mode enregistré pour obtenir une prise aussi finale que possible. C'est pas nécessairement ce que je conseille à tout le monde, surtout dans un premier temps, parce que ça demande quand même un tout petit peu d'expérience et on peut se foirer. J'ai quelques prises ici dans la session qui sont distordues beaucoup trop. Bon, heureusement dans le contexte, ça va encore parce que dans tous les cas, c'est des voix qu'on va finir par souvent saturer et encore surcompresser. Mais il y a 2-3 fois, on a dû quand même recommencer une prise parce que je suis vraiment rentré dans le rouge et j'ai exagéré la chose. Donc voilà, tout ça prend aussi un tout petit peu d'expérience. Moi, j'apprends encore clairement. Par contre, c'est très fun parce que directement, on a un son qui est beaucoup plus prêt à être utilisé, à être mixé. Alors, forcément, tout le monde n'a pas l'opportunité de travailler avec une chaîne. Ici, c'était entre micro, préampli et l'EQ. C'était dans les 4000 €. Pour d'autres sessions, j'utilise plutôt la boîte qui est là au-dessus, en série 500, où j'ai aussi un compresseur, une EQ. Et là, j'utilise juste le préampli de ma carte son. Tout ça m'a coûté beaucoup moins cher. Je pense que tout pour tout, on est peut-être à 1000-1200 €. Et bien que, oui, j'entends la différence et j'ai préféré travailler avec la chaîne que j'avais ici, j'ai pu également faire pas mal de très très bonnes sessions avec des chouettes sons de voix, avec les matos que j'avais déjà ici. Et ce qui est le plus intéressant, je trouve, c'est que ça m'a permis de vraiment beaucoup mieux comprendre et entendre la compression. Le fait de le faire en live, en même temps que quelqu'un chante, de devoir vite trouver un son qui est cool, se rendre compte que ça réagit trop parce que là, du coup, ça commence à pomper, la personne fait « Oh là là, il se passe quoi ?» Ça nous force à juste écouter un peu différemment, à apprendre plus vite et forcément, on va faire quelques erreurs, mais on finit, je pense, par avoir des meilleures prises et des prises qui sont déjà beaucoup plus prêtes à l'usage. Ici, il y a deux petits détails dont j'aimerais parler. Sur mon préampli, il y avait une option super intéressante de choix de impédance. L'impédance, pour ceux et celles qui ne savent pas, on peut s'imaginer ça comme une sorte de résistance à l'entrée de mon préampli, comme si le préampli poussait un tout petit peu le signal. Et en fonction du micro qu'on met dedans, ce micro s'attend à une impédance plus ou moins haute pour travailler comme il a été prévu. Résultat sur le son est que, en fonction de l'impédance qu'on choisit et du micro qu'on met dedans, c'est que sur un réglage
le même micro va avoir un tout petit peu plus de signal, donc un signal un peu plus fort, comme si on avait plus de gain. La dynamique va être un tout petit peu plus forte, donc les tous ces mouvements rapides vont être perçus un peu plus fort. Et la balance fréquentielle, surtout dans les hautes fréquences, c'est un tout petit peu affecté aussi. Quand l'impédance n'est pas matchée exactement à ce que le micro aimerait voir, si on veut, dans la machine, on perd un tout petit peu de haute fréquence, donc les micros sont un peu moins précis, un peu moins ouvert, mais qui peut être très intéressant aussi. Moi, ça m'a permis de rapidement changer le son, puisque je passais d'un micro à l'autre tout le temps. Et comme je passais par la même chaîne, pour avoir un son qui est différent, je ne changeais pas que le micro, je changeais aussi l'impédance et un tout petit peu l'EQ qui était présent sur le préampli. Tout ça m'a permis d'avoir un peu plus de contraste, un peu plus de différence entre ces différentes couches. Comme ça, quand on a un passage avec plein d'harmonies, tout ça sonne beaucoup plus ouvert, beaucoup plus plein. Notamment ici, où j'ai plusieurs couches de harmonie, ça sonne comme ça. Waiting to rise with my shadow. Et voici ce passage avec que de la voix. My shadow. L'expérience, si j'avais utilisé les mêmes micros et les mêmes réglages, tout ça sonnerait beaucoup plus plat, beaucoup plus ensemble, moins large, etc. Ici, donc, juste pour vous montrer un peu comment on y pensait, nous avons la couche lead, qui est celle-là. My shadow. Nous avons donc la couche lead ici, qui est déjà faite à partir de 3 pistes. My shadow. Les deux un peu gauche-droite. My shadow. La couche ici centrale. My shadow. Et ensuite, les harmonies. Nous avons une première harmonie en stéréo. My shadow. Deuxième. My shadow. Et une troisième avec encore un autre micro. Donc, donc celle-ci était avec le V11 un micro et celle-ci encore avec un autre, avec celui-ci, qui était donc plus lo-fi. My shadow. Et ça, on entend que c'est un tout petit peu plus fermé, un peu moins ouvert dans le haut. Et là, sur le V11, comme je disais tout à l'heure, c'est un tout petit peu plus creux et un peu plus profond et un poil moins proche de nous. My shadow. My shadow. Et tout ça ensemble, encore une fois. My shadow. Et voilà, dernier petit truc ici à dire sur le traitement avant d'attaquer dans mon DAW, c'était l'EQ. Alors, je ne m'y attendais pas du tout, mais j'ai fini par ajouter facilement entre 10 et 15 dB dans le haut sur la voix de Andy tout le temps. La plupart de ma session sur les voix lead, j'avais, je pense, sur le préampli, j'avais déjà 4,5 voire 6 dB à 4,5 kHz pour encore plus rapprocher sa voix, pour pousser encore plus ce médium, cette présence de sa voix devant. Et puis sur le deuxième EQ, la copie du Pultec, là j'ai encore boosté de bien 7, 8 dB à 10 ou 12 kHz en fonction des parties pour ouvrir cette voix, lui ajouter de l'air et la monter si vous voulez dans la verticalité de ma stéréo pour la faire voler un tout petit peu au-dessus du reste de la musique. Le reste de l'arrangement de leur musique est très basé sur le groove de batterie basse, un truc assez mastoc, assez fat, grosse guitare down-tunée. Il se passe donc beaucoup de choses, souvent, bon, pas toujours, mais il se passe souvent beaucoup de choses dans le bas. Et ils ont pas mal de petits détails dans le haut, mais finalement, par un peu les synthés et les cymbales, il y a pas mal de place dans l'extrême haut que la voix ici peut prendre. Et du coup, on y entend plus de détails et ça lui donne cette couleur un peu pop, très ouverte, très polie. Une version de ça à l'extrême, c'est la voix par exemple de Mariah Carey, qui demandait toujours d'avoir énormément d'air, énormément de ces hautes fréquences dans sa voix. Pour ce faire, on utilisait un micro déjà très bright et on poussait encore à l'EQ au moment de la prise. Alors ici, attention, au moment d'enregistrer, quand il ne chantait pas, ça avait l'air beaucoup trop. Chaque clic de ma souris, chaque petit rire dans la pièce sonnait un peu dur, un peu agressif, un peu comme ça. Mais quand il chantait, puisqu'il a une voix assez douce, assez tamisée finalement, et cette couleur de voix très pleine et très douce, ça permettait justement de ouvrir ça, de contrecarrer sa voix naturelle et d'obtenir un bel équilibre fréquentiel entre le bas de sa voix,
le haut, l'air et la présence dans le médium. Voilà, ça fait un peu le tour de ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur cet enregistrement de voix. J'espère que ça a été intéressant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas évidemment à me poser tout ça en commentaire. Je récapitule très vite fait. Première chose, c'est de s'assurer d'avoir une acoustique contrôlée, de ne pas avoir trop de pièces dans vos prises de voix parce que là, dès qu'on va compresser, dès qu'on va ajouter de liquide, etc., ça va ressortir. De deux, choisir le meilleur micro possible pour votre voix et ça passe simplement par le fait de tester tous les micros que vous avez ou comme j'ai fait ici en sachant que je n'ai pas nécessairement le micro que je devrais avoir pour sa voix, d'aller en emprunter un. Un pote à une pote, pourquoi pas aussi un jour aller dans un studio qui a plein de micros différents et juste essayer, booker une session et demander à l'ingé son d'essayer tous ces micros sur votre voix et de vous aider à choisir celui qui fonctionne le mieux pour ensuite, si possible, l'acheter pour vous. Et de 3, pour obtenir des prises aussi finies, déjà pré-mixées. Je trouve ça très cool de pouvoir déjà un peu compresser et un peu EQer à la prise, comme déjà colorer et contrôler le son à la prise, tout comme une guitare électrique avec des pédales ou le choix de l'ampli. Vous faites déjà un choix fort de la couleur de votre son avant même d'enregistrer. Et du coup, vous avez beaucoup moins de choix, beaucoup moins de travail après. Évidemment, il faut un peu expérimenter, il faut un peu avoir de l'expérience, mais ça vient relativement vite dès que vous allez commencer à le faire. Vous ne devez pas nécessairement dépenser des milliers d'euros pour pouvoir avoir un peu de matos analogue, hardware à côté de vous. N'hésitez pas à commencer avec du matériel, même entrée de gamme. Il y a plein de compresseurs. Moi, ce que je conseille à tout le monde, c'est donc des séries 500, comme la petite boîte là. Je vais vous la montrer. Voilà, comme ceci, où j'ai un compresseur, une EQ, une belle EQ ici en test de Yann Lu, un fabricant de matos aussi en kit. Vous pouvez souder vous-même, du coup ça coûte beaucoup moins cher. C'est un fabricant belge. On a tourné une interview avec lui, ça sort bientôt. Merci beaucoup pour ce long moment passé avec moi. J'espère que vous avez appris quelque chose. Et avec toute cette information-là, j'espère que vous allez de ce pas dans votre studio pour faire de la musique.